Beijing, la capitale chinoise, est la destination du président de la République Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État va prendre part du 17 au 18 octobre courant au Forum Chine-Afrique qui marque le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et route de la soie, destinée à renforcer la coopération économique entre la Chine et le reste du monde, notamment les pays africains, dont la plupart ont signé des accords de partenariat stratégique avec le gouvernement chinois, à l'instar du Congo. Plusieurs autres dirigeants du continent africain sont également attendus dans la capitale chinoise. Dans cette initiative, le Congo occupe une place de choix et les présidents Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping souhaitent placer la coopération entre les deux pays sur un pilier supérieur. Un approfondissement de la coopération qui traduit les bonnes relations qui existent entre la Chine et le Congo. Signalant que le Congo et la Chine, qui ont établi les relations diplomatiques en 1964, vont célébrer l'année prochaine le 60e anniversaire de ces relations qui, depuis le début, sont bénéfiques pour les peuples des deux pays. L'année 2023 marque le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route, qui entend fournir une nouvelle plateforme pour la coopération économique internationale, ainsi que générer un nouvel élan pour soutenir la croissance de l'économie. Le forum de cette année sera un important événement qui marque le 10e anniversaire de la plateforme de coopération mondiale qu'est la ceinture et la route. Car au cours de la dernière décennie, la Chine a signé des documents pour la construction conjointe de la ceinture et la route avec plus de 150 pays et 30 organisations internationales. Au total, plus de 3000 projets de coopération dans le cadre de cette initiative ont généré près de 1000 milliards de dollars d'investissement et ont apporté une forte croissance dans les pays partenaires de la Chine. Couvrant plusieurs secteurs civils de réduction de la pauvreté, de technologie agricole et d'enseignement professionnel, les multiples projets de la ceinture et la route ont considérablement amélioré le niveau de vie là où ils ont été menés. Pour Wang Weibin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, si tous les projets liés au transport dans le cadre de la ceinture et la route entraient en vigueur, cela pourrait faire augmenter le revenu mondial de 0,7% à 2,9% d'ici 2030 et sortir plus de 7 millions de personnes de l'extrême pauvreté. S'agissant de la protection de l'environnement, la Chine a signé environ 50 documents avec les parties concernées dans le cadre de la plateforme de la ceinture et la route au cours des 10 dernières années et a également lancé conjointement le partenariat de la ceinture et la route pour le développement vert avec 31 pays. La Chine entend aussi assurer un développement continu et de haute qualité de la ceinture et la route avec ses différents partenaires mondiaux. La ceinture et la route, une des priorités de la diplomatie chinoise sous la présidence Xi Jinping. Elle représente un ensemble de liaisons maritimes et de voies ferroviaires entre la Chine, l'Europe et l'Afrique et vise notamment la construction d'infrastructures portuaires, ferroviaires et terrestres. En mettant l'accent sur la connectivité comme thème principal, l'initiative La ceinture et la route vise à fournir une nouvelle plateforme pour la coopération internationale et à donner un nouvel élan au développement des pays participants et à la croissance économique mondiale. Au cours de la dernière décennie, elle est devenue un bien public mondial populaire et une plateforme de coopération internationale. Aussi, les autorités chinoises entendent-elles saisir l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route pour faire le point sur les résultats accomplis et tracer la voie vers le développement vert et ouvrir un chapitre dans la nouvelle ère de la route de la soie, caractérisée par des avantages mutuels et des résultats gagnant-gagnant entre les pays, l'amitié et l'affinité culturelle entre les peuples et l'apprentissage mutuel entre les civilisations. Cette année marque non seulement le 10e anniversaire de la première visite du président Xi Jinping au Congo et en Afrique, mais aussi le 10e anniversaire que le président Xi a annoncé le principe de sincérité, résultats effectifs, amitié et bonne foi, ainsi que celui de recherche du plus grand bien et des intérêts partagés. Depuis 10 ans, sous l'égide conjointe des dirigeants sino-africains, les relations Chine-Afrique ont réalisé un grand développement qui attire le grand du monde entier. Nous sommes désormais entrés dans une nouvelle ère de la construction de la communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. Sur ce nouveau point de départ historique,
La coopération sino-africaine dans tous les domaines continuera à écrire de nouveaux chapitres. Ces dernières années, le volume d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique s'est accumulé à plus de 2 000 milliards de dollars américains. La Chine reste le plus grand partenaire commercial du continent. La Chine est disposée à travailler avec les pays africains dont le Congo dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route pour renforcer l'articulation effective entre le plan de coopération sino-africaine et les stratégies nationales de développement des pays africains, afin que les résultats de notre coopération profitent davantage au peuple africain. Dans le cadre de l'initiative chinoise La ceinture et la route, la Chine et le Congo ont développé une coopération fructueuse à travers notamment la construction par la Chine d'un grand nombre d'infrastructures de base en République du Congo, à l'image de la route lourde Pointe-Noire-Brazzaville, ce qui a fortement promis le développement économique et social du Congo. La coopération entre la Chine et le Congo a donné de fructueux résultats couvrant plusieurs domaines, à l'image des tours jumelles construites en Pila et bientôt l'installation imminente à Brazzaville d'un centre de maintenance aéronautique. À titre illustratif, lors de la survenue de la pandémie du Covid-19, la Chine était le premier pays à fournir des équipements médicaux et vaccins ainsi que des experts au Congo. Une des actions qui démontre la fraternité entre les deux pays dans des moments difficiles. En effet, la République populaire de Chine entend soutenir la République du Congo dans la réalisation d'un certain nombre de projets contenus dans le Plan national de développement PND 2022-2026, ainsi que le grand projet de réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan qui permettra un vrai maillage des opérations économiques entre les deux pays. Lors de leur rencontre à la faveur du sommet des BRICS en Afrique du Sud, les présidents Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso se sont convenus de renforcer cette relation diplomatique pour obtenir davantage de résultats dans le cadre du partenariat stratégique global sino-congolais. En 2013, le Congo était parmi les premiers pays africains visités par le président Xi Jinping peu après son accession à la tête de son pays, la première du genre d'un dirigeant chinois au Congo. L'amitié sino-congolaise se poursuit et se consolide davantage. Le dernier des multiples séjours du président Denis Sassou Nguesso en Chine remonte à juillet 2018, à l'occasion du sommet Chine-Afrique et d'une visite d'État à la même période. Depuis l'établissement en février 1964 des relations diplomatiques entre les deux pays, sous l'orientation stratégique des dirigeants chinois et congolais, l'amitié et la fraternité sino-congolaise s'approfondissent davantage et gagnent les cœurs des deux peuples. Au troisième forum sur la ceinture et la route de la coopération internationale les 17, 18 et 19 octobre prochains à Pékin. Et cette invitation en réalité montre l'excellence des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République du Congo, mais également l'excellence des relations fraternelles qui existent entre le président Denis Sassou Nguesso et le président Xi Jinping. Cette coopération bilatérale qui est excellente a été hissée il y a un certain nombre d'années au niveau de partenariat stratégique global, ce qui a permis, à n'en point douter, de réaliser et de concrétiser un certain nombre de projets dans notre pays, des projets structurants, notamment en ce qui concerne les infrastructures de base que les uns et les autres peuvent constater dans notre pays. Pour l'avenir, nous allons bien entendu souhaiter que cette coopération puisse se poursuivre, qu'elle se renforce, mais surtout qu'elle puisse se diversifier pour nous accompagner dans la réussite des projets contenus dans notre plan national de développement 2022-2026. Mais nous allons surtout nous atteler lors des échanges prochains que nous aurons avec nos interlocuteurs chinois pour faire en sorte que dans ce partenariat stratégique global, nous puissions y intégrer un projet important qui compte énormément pour le président de la République. C'est le projet de la réalisation et de la réhabilitation du chemin de fer qui va permettre justement un vrai maillage de nos opérations économiques puisque nous avons commencé à développer les zones économiques spéciales,
nous développons également nos infrastructures portuaires et nous avons besoin du rail justement pour parfaire ce maillage du sud jusqu'au nord de notre pays. Et donc, ce sont des sujets importants que nous allons développer. Et lors de la dernière rencontre entre nos deux chefs d'État, il a été question qu'en 2024, nous puissions organiser à Pékin, puisqu'il s'agira en 2024 du 60e anniversaire établissant le début des relations diplomatiques entre nos deux pays, que nous puissions organiser un grand forum économique et que nous définissions de nouveaux projets économiques à réaliser dans le cadre donc de ce partenariat stratégique global et donc de cette coopération bilatérale excellente. Et c'est cela que nous voulons mettre en perspective et en exergue dans le cadre de nos relations dans les prochaines années avec nos frères de la République populaire de Chine. À son arrivée à Brazzaville, ce vendredi 13 octobre 2023, en fin d'après-midi, la présidente du Conseil des ministres de la République italienne, Giorgia Meloni, a été accueillie à l'aéroport international Maya Maya par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Colline-Macosso. Elle est la deuxième plus haute autorité italienne à fouler le sol congolais après Matteo Renzi, ancien président du Conseil italien en 2015. Giorgia Meloni vient en terre congolaise pour une visite de travail de 24 heures pour redynamiser la coopération entre l'Italie et le Congo. C'est à 18h30 qu'elle arrive au Palais du Peuple où elle est reçue par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour des entretiens au plus haut niveau. Au cours de cet échange, les deux personnalités passent en revue l'état des relations entre l'Europe et l'Afrique d'une part, entre le Congo et l'Italie d'autre part. Et après plus de 2 heures d'entretien en tête-à-tête avec Denis Sassou Nguesso, Giorgia Meloni a signé le livre d'or de la présidence de la République du Congo, magnifiant à cet instant l'excellence de la coopération entre les deux pays. Répondant aux préoccupations de la presse, la présidente du Conseil des ministres italien a loué le dynamisme des relations entre le Congo et l'Italie qui s'inscrivent aujourd'hui dans un nouveau paradigme. Per quello che riguarda la cooperazione, chiaramente la nostra è una cooperazione molto forte. Notre coopération est sans doute une coopération très, très étroite, celle qui lie l'Italie et le Congo. Nous avons développé des projets qui sont réels de coopération entre nos deux pays de par le passé et nous voulons désormais adopter une approche qui ne soit plus l'approche prédatoire et paternaliste qui a caractérisé les relations de par le passé, il faut le dire, avec certains pays et qui a été masquée par une soi-disant coopération. Non, ce n'est pas le modèle que nous souhaitons adopter. Le modèle que nous souhaitons adopter de coopération entre l'Italie et le Congo est un modèle où les entreprises se développent, mais que ce soit un modèle gagnant-gagnant. Appréciant l'évolution des relations entre le Congo et l'Italie, la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, a souligné des perspectives dans la coopération entre son pays et le Congo. L'ENI développe également, parallèlement, une série d'activités sociales, comme à Inda, par exemple, ou l'école à Pointe-Noire, car nous sommes convaincus que ce partenariat doit également se concentrer sur la formation, un autre levier essentiel de tout développement. Et nous souhaiterions également que ce modèle soit ensuite exporté dans d'autres pays africains et pourquoi pas européens également. Un modèle, je répète encore une fois, de coopération gagnant-gagnant, où tous doivent pouvoir se développer ensemble. L'énergie est un levier fondamental pour le développement, mais pas seulement. L'énergie dont nous, en Europe, nous avons tellement besoin, mais qui doit permettre à l'Afrique de développer également son propre territoire. Signalant qu'à propos de la transition écologique, l'Italie a mis en jeu une bagatelle de 4 milliards de dollars pour soutenir les efforts de lutte contre le changement climatique en Afrique. La présidente du Conseil des ministres italien a d'ailleurs annoncé une forte présence des membres de l'exécutif italien au sommet des 3 bassins forestiers tropicaux du monde que Brazzaville, la capitale congolaise, abrite du 26 au 28 octobre 2023. Chiaramente questa cooperazione al netto del nostro lavoro bilaterale, una cooperazione. Cette coopération est une coopération qui va au-delà, bien entendu, de la coopération bilatérale lorsqu'il s'agit de faire face aux grands défis
que doit affronter notre monde. Nous avons parlé avec Monsieur le Président d'autres sujets tels que l'environnement. Nous avons parlé du prochain sommet sur les 3 bassins qui aura lieu à Brazzaville très prochainement. Et j'ai garanti une présence qualifiée de membres du gouvernement italien qui participeront à ce sommet car j'estime qu'il s'agit vraiment d'une initiative ô combien importante. Le changement climatique est quelque chose qui doit être pris très au sérieux et pas en adoptant des approches idéologiques, car il faut protéger l'environnement avec l'homme qui vit dans cet environnement. Donc il faut miser sur un développement durable, non seulement du point de vue social et économique, mais également environnemental. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs que 70% du fonds pour le climat que nous avons en Italie, c'est-à-dire 3 millions d'euros, a été destiné cette année à l'Afrique. En plus du plan Mattei que nous avons esquissé pour l'Afrique. Mattei qui a été le fondateur de l'ENI, tel que vous le savez. Voilà donc quelles sont les bases que nous voulons utiliser pour dessiner notre relation de coopération que le Congo a déjà très bien mis sur pied avec l'Italie et que nous souhaitons renforcer de plus en plus. Pour sa part, faisant le tour d'horizon de la coopération bilatérale entre le Congo et l'Italie, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est resté optimiste sur l'évolution du partenariat économique entre les deux pays. Je dois d'abord dire que c'est un grand honneur pour notre pays d'accueillir la présidente du Conseil des ministres de la République italienne, d'accueillir ici à un moment très particulier où la situation au niveau mondial est préoccupante, que malgré cela, qu'elle ait trouvé le temps de faire ce voyage pour l'échange dont vous venez de parler est considéré par nous comme un signe de grande amitié et un signe de volonté politique d'établir avec notre pays des relations de confiance et de coopération sérieuse. Et nous saluons donc ce geste de la présidente et nous disons que nous avons eu des entretiens très importants, empreints de véritable compréhension, parce que nous avons analysé la situation des relations entre l'Afrique, l'Europe, l'Afrique, l'Italie, le Congo, l'Italie. Et nous avons compris que dans cette coopération, quelque chose change dans la démarche. Et qu'il était nécessaire que les partenaires européens comprennent que l'Afrique a un potentiel à la fois humain, de ressources naturelles, et que l'Afrique peut aller au développement, véritable développement, dans une coopération avec l'Europe, et que cette coopération soit gagnant-gagnant, et que tous les schémas que nous avons essayés n'ont pas été concluants. Et nous avons conclu avec la présidente qu'il y avait une autre démarche à engager pour la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Je dois dire que dans certains secteurs comme ceux de l'énergie, des hydrocarbures, c'est une coopération qui est en marche, mais elle est appelée à se développer davantage dans d'autres secteurs de l'agriculture, du tourisme, des infrastructures, etc.
Évoquant la question migratoire, le chef de l'État congolais a déclaré que l'Afrique a l'obligation et le devoir de former les jeunes, ce qui leur fermerait les portes de l'immigration clandestine au péril de leur vie. L'Afrique, qui aura peut-être 2 milliards d'habitants en l'an 2050, a le potentiel qu'il faut pour maintenir ses enfants en Afrique. Au lieu qu'ils aillent en aventure pour aller au fond de la Méditerranée ou qu'ils envahissent l'Europe. Il y a la possibilité pour l'Afrique de se développer, de former sa jeunesse pour qu'elle devienne compétente et que l'Europe et l'Afrique ont un passé historique connu. L'Europe, le continent le plus proche de l'Afrique, à bien des égards. Et nous avons conclu avec la présidente qu'il y avait une autre démarche à engager pour la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Nous venons d'avoir un entretien très intéressant et très important. Merci. Au terme de cet échange avec la presse, le président Denis Sassou Nguesso a offert un dîner officiel en l'honneur de la présidente du Conseil des ministres de la République italienne, Giorgia Meloni, et sa suite. Après le dîner, Giorgia Meloni a quitté Brazzaville pour Rome, en Italie. La multiplication des offres de biens et de services, la complexité plus grande des techniques de vente couplées à la mondialisation et la consécration de la zone de libre-échange continentale africaine imposent à l'État un devoir de protection du consommateur du point de vue de ses droits économiques, de sa sécurité et de sa santé. Voilà l'une des options prises le mercredi 11 octobre dernier au Palais du Peuple au cours de la réunion du Conseil des ministres placé sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre a eu à son ordre du jour 12 affaires, dont la plupart intègrent les mesures préalables en vue de la mise à disposition de la deuxième tranche de l'appui budgétaire sollicité par le Congo auprès de la Banque mondiale. Au titre du ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, 3 projets de loi ont été examinés par le gouvernement. Il s'agit du projet de loi relatif à la concurrence, du projet de loi portant création de l'autorité nationale de la concurrence et du projet de loi portant protection du consommateur. Un seul fil conducteur pour l'ordre du jour du Conseil des ministres, mettre sur la table des membres du gouvernement sous la haute autorité du président de la République, chef de l'État, les projets de texte en lien avec les réformes nécessaires pour obtenir l'appui budgétaire de la Banque mondiale dans sa deuxième tranche. Donc, tous les projets de loi, les projets de décret qui ont été examinés au cours de ce Conseil des ministres devraient nous permettre d'aller un peu plus vers l'obtention de la tranche d'appui budgétaire de 2023. Le premier secteur qui a été examiné est celui du commerce. En réalité, assainir la concurrence parce que le Congo, à l'instar des autres États de l'Afrique, va aller vers la ZLECAf, la zone de libre-échange de l'Afrique en général. Donc il faut qu'il y ait un contexte d'amélioration du climat des affaires. Et cela passe donc par une saine concurrence. Lorsque l'on dit réglementation de la concurrence, bien entendu, il faut un gendarme, l'autorité nationale qui va donc servir de régulateur. Et lorsque l'on parle de gendarme, il y a forcément un autre acteur très important, le consommateur. Donc, nous avons 3 textes, l'un qui fixe le cadre réglementaire, le second qui rappelle l'existence d'un régulateur, d'un gendarme, et enfin un texte très important, celui qui permet de protéger le consommateur afin qu'en réalité, tout soit orienté vers un service amélioré, vers des produits qui soient mis sur le marché en toute sécurité.
De son côté, le ministère de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier a présenté à l'attention du Conseil des ministres 4 projets de décret. Il s'agit notamment du projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret 2009/156 du 20 mai 2009 portant Code des marchés publics et du projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2022/11 du 18 mars 2022 portant réorganisation de la délégation générale aux grands travaux. Dans la perspective d'accroître l'efficacité dans la gestion de la commande publique, pour l'amélioration de l'environnement juridique et du climat des affaires, le Conseil des ministres a résolu de procéder à quelques retouches du Code des marchés publics ainsi que de ses textes d'application. Il s'agit, entre autres, d'intégrer le bicéphalisme de l'exécutif, notamment la fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, dans les modalités d'approbation des marchés publics et d'adapter les mécanismes du Code des marchés publics avec ceux du cadre légal des partenariats publics-privés. Autre affaire examinée, cette fois au titre du ministère de l'Économie et des Finances, ce sont des projets de décret dont l'un institue l'approche fondée sur les risques pour l'exécution des contrôles fiscaux et douaniers et l'autre fixe les modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au secteur pétrolier amont. En fait, il s'agit de revoir la façon dont les contrôles fiscalo-douaniers sont faits au sein des entreprises. Vous savez, les entreprises se plaignent de subir des contrôles intempestifs. Alors, avec cette approche fondée sur le risque, on apprécie, on évalue les risques. Quel type de risque? Les risques, en réalité, qu'une entreprise se dérobe à son obligation de payer les impôts. Ainsi, les ressources humaines du ministère en charge des Finances seraient mieux utilisées. Elles n'iraient pas un peu n'importe comment, tout azimut, mais après avoir évalué le risque réel, qu'il y ait un non-paiement de l'impôt fiscal, de la douane, etc., alors on orienterait une mission de contrôle spécifique vers cette entreprise. En fait, on gagne du temps et on utilise mieux les ressources humaines. Donc, c'est une approche qui fait, en quelque sorte, qui rend le contrôle plus rationnel. Voilà, c'est une évolution intéressante. En lien avec le ministère des Hydrocarbures, les membres de l'exécutif congolais ont statué sur le projet de décret fixant les modalités de suivi, de contrôle et de vérification des activités amont du secteur des hydrocarbures. Il vise à améliorer le suivi et le contrôle des travaux pétroliers et gaziers, ainsi que la vérification des coûts pétroliers qui en résultent. Le projet de décret renforce ainsi le processus de suivi, de contrôle et de vérification des activités de l'opérateur et des autres membres du groupe contracteur. Il prévoit les entités étatiques compétentes pour mener ce processus. Le champ d'application des opérations de suivi, contrôle et vérification. Les principes de sélection des cabinets d'audit indépendants, incluant l'obligation pour les cabinets internationaux non basés au Congo de s'associer à un cabinet local dans l'hypothèse où il devrait être fait appel à leurs compétences. Et enfin, les conséquences juridiques et pratiques des manquements constatés. Pour sa part, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique a soumis à l'attention du gouvernement le projet de décret autorisant la délégation de la gestion du service public de distribution et de commercialisation de l'électricité par affermage. Le décret est la mise à exécution d'une partie du Code de l'électricité qui a fait l'objet d'une loi prise en 2003, donc depuis 20 ans. Et ce document nous permet aujourd'hui d'appeler les privés à intervenir dans la distribution et la commercialisation de l'électricité, comme nous l'avons fait récemment pour la mise en concession des barrages. Il n'y a rien à craindre et nous l'avons prouvé dans l'opération des barrages que personne n'a perdu son emploi, personne n'a perdu ses acquis sociaux et que les barrages sont là bientôt à la disposition de ceux qui vont investir des milliards pour leur exploitation et leur entretien permanent. L'affermage est un mode de concession.
Parce que la concession, on peut confier à une entreprise, on peut créer une société. Et ça ne fera que créer de société en société sans résultat. Rappelons-nous que de 2003, date de la prise de la loi, jusqu'en 2018, date de la dissolution de la SNE, l'État a investi 1500 milliards de francs CFA dans la construction des barrages et des lignes de transport d'électricité qu'il a confié à la SNE. La SNE a déçu et le gouvernement et les populations. Et le gouvernement, en connaissance de cause, a dissous la SNE en 2018. A créé à la place ECAREC qui a vocation à gérer le patrimoine. Son objet social, c'est gérer le patrimoine de l'État congolais, c'est-à-dire gérer le patrimoine dans les barrages, dans les lignes de transport, et qu'en attendant qu'on trouve d'autres sociétés ou d'autres moyens pour faire gérer le transport du courant, la distribution et la commercialisation, ces activités sont momentanément confiées à ECAREC. Momentanément, c'est dans la loi qui crée ECAREC. Donc, ils ont mené leur mission, ils vont la poursuivre jusqu'à ce que le fermier qui va arriver prenne le relais. Et nous voulons à cette occasion rassurer ECAREC qu'il n'y a pas de panique, comme on dit. Il n'y a pas de panique. Il y aura simplement que, au terme de ce décret, il y aura un appel d'offres international, ouvert, concurrentiel. Même les Congolais valides qui ont les moyens pourront souscrire et envoyer leurs offres pour compétir afin de prendre la distribution de l'électricité au Congo. Alors, pourquoi le mot d'affermage? L'affermage, en mot très simple, veut dire ceci. Le Congo va confier au meilleur qui sera choisi parmi les candidats, celui qui offre les meilleures conditions techniques, financières, de garanties, tout ce qu'il faut, et qui va travailler selon un cahier de charges qui sera défini par le gouvernement et dont une bonne partie est déjà définie dans la loi. Ça veut dire qu'il vend l'électricité, il paie ses charges, il paie ses impôts, il prend son bénéfice qu'on va convenir ensemble, et le reste de l'argent, il envoie au trésor public, c'est pour l'État. Parce que l'État va continuer à assurer les investissements lourds dans le secteur de l'électricité. Qu'adviendrait-il de l'investisseur qui ne va pas observer ses missions? Bon, les factures fantaisistes sont le fait de la gestion de ECAREC. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas les réformes. Et puis nous avons dans les dispositifs du secteur une régulation qui est là installée, comme la RPCE. Les prix doivent être homologués par cette structure, mais nous les travaillons en gouvernement d'abord, parce qu'il y aura un tarif social qui ne va pas beaucoup être différent de celui actuel. Il y aura un tarif villageois pour l'électricité à l'intérieur du pays, et il y aura un tarif libre qui sera négocié entre les producteurs et les industriels, les miniers et tout ceux qui consomment le courant moyenne tension, je crois. Voilà. Donc, les populations, ne leur faisons pas peur. On leur a fait peur pour les barrages, il ne s'est rien passé. Ne leur faisons pas peur pour ce qui arrive là. Ce que vous décriez là, c'est le fait de caresser. Ce n'est pas le fait du gouvernement, ni des réformes. Concernant l'affermage, nous avons étudié le cas du Gabon, où ça a échoué. Le cas du Cameroun, ça a échoué. Et nous avons, par bonheur, trouvé le cas de la Côte d'Ivoire. Rappelons-nous que la Côte d'Ivoire est entrée en guerre de 2002 à 2012. Ils ont détruit tout leur système électrique, tous les réseaux. Avec l'appui de la Banque mondiale, ils ont remonté petit à petit le réseau. Et quand ils ont fini donc, la reconstruction du réseau, ils ont fait de l'affermage. Et au jour d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, et vous pouvez le vérifier, il y a moins de 10 coupures, moins de 10 délestages par année. 10. Moins de 10 délestages par année dans tout le pays. Et lorsqu'il y a délestage, la compagnie
qui gère doit rembourser à chaque usager le temps perdu dans l'obscurité. C'est la sanction immédiate, c'est dans les lois, oui, là-bas. Voilà. Donc, le fermier aura l'obligation de bien travailler. La réunion du Conseil des ministres s'est refermée par une communication faite par le ministre d'État, ministre des Affaires foncières Pierre Mabiala et le ministre de la Défense nationale Charles Richard Monjo. Elle est relative à l'opération de déguerpissement des occupants illégaux de nouvelles casernes militaires de Ndouo, de Montbarnier et de Montmambou en vue de la mise en exploitation de celles-ci. Il en ressort qu'à ce jour, 21 départs volontaires ont été enregistrés, 113 maisons en matériaux durables ont été détruites sur les 3 sites, 58 constructions précaires et 21 fondations ont été détruites. Par ailleurs, un état des lieux post-déguerpissement a permis de constater la nécessité de construire des routes d'accès aux 3 sites, travaux qui s'achèveront en mai 2025.